Je l'ai rencontré en 80 pour Kagemusha. On cherchait un interprète professionnel pour traduire la conférence de presse à Cannes. Et il y a eu une interview, je ne sais pas de combien de personnes, et finalement c'est moi qui ai été sélectionnée. Peut-être parce que pour le test, on nous a montré une vidéo où Kurosawa parlait, mais il ne parlait pas en fait, il parlait très peu. Et j'ai fait le commentaire en disant mais c'est ridicule, cette vidéo ne nous montre pas Kurosawa parler, il parle de son anniversaire, ça n'a rien à voir avec une conférence de presse. Alors c'est sans doute ça qui a plu. Il fallait avoir peut-être un petit peu de caractère pour que le maître puisse avoir confiance. Donc 3 semaines plus tard, on m'a dit c'est vous qui êtes prise pour aller faire la conférence de presse. Donc je l'ai rencontré une demi-heure avant la conférence de presse. Il m'a dit bonjour, enchanté, et puis c'est tout. Et il est venu pour la sortie de Kagemusha, et là il a demandé que ce soit moi l'interprète, alors que pour Cannes, j'avais été sélectionnée par la Fox, qui était le producteur de Kagemusha. Et là il a demandé que ce soit moi, et après il n'a plus voulu que ce soit personne d'autre que moi comme interprète, en tout cas en Europe. On parlait beaucoup de faits divers. Et les faits divers, la société, l'évolution de la société, il avait une curiosité intense pour tout ce qui se passait au Japon. Et on était en général 3 ou 4, sa fidèle assistante, Madame Nogami, quelquefois sa fille, souvent son conseiller, Monsieur Honda, celui qui a créé les Gojira. Et on parlait à bâton rompu de la société. Et puis un petit peu, j'étais sa première ouverture sur l'Europe parce que c'est un Japonais de l'ancienne époque, il connaissait très peu le monde extérieur et il me posait pas mal de questions sur la politique culturelle en France, la politique vis-à-vis du cinéma. Sur les discussions qu'on avait, je me souviens d'une discussion mémorable sur la peine de mort, par contre, où j'étais absolument contre et lui était pour dans certains cas. Et je me suis aperçue que j'étais la seule à le contrer parce que à la fin de sa vie, il était quelqu'un de tellement important qu'au Japon, on ne critique pas beaucoup, mais je ne parle pas de cinéma, hein, je parle de discussions où c'est vrai qu'il était quand même assez isolé, que pas beaucoup de monde osait le critiquer. Et vraiment, c'était un homme d'une simplicité biblique. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire de voir la façon dont il vivait. Ce seul bonheur, c'était d'être en famille avec ses enfants, ses petits-enfants, enfin surtout avec ses petits-enfants, ou alors avec son équipe. C'était son monde à lui, et puis... non, il n'était pas jamais sur un piédestal, non, pas du tout. Alors, à cause de sa notoriété, effectivement, il n'allait pas au cinéma, sinon on le remarquait trop, donc il voyait des films dans des projections, on n'en voyait pas tellement, mais des projections privées. Autrement, il passait son temps à regarder la télé, ou autrement, le baseball, il peignait, et le sumo, il aimait beaucoup le sumo aussi. Donc il regardait, c'est vraiment un homme d'une vie très, très monsieur tout le monde. Mais bon, il aimait aussi quand même énormément lire. Quand il était jeune, il a beaucoup été voir du spectacle No, il aimait beaucoup le No. Il était très très fidèle en amitié, et tous ses amis cinéastes, il aurait fait des pieds et des mains pour les voir, pour trouver du temps pour les voir et pour parler avec eux. Il adorait rencontrer les cinéastes occidentaux. Et par exemple, il citait souvent Jack Lang qui lui disait on est prêt à vous aider, on ferait n'importe quoi pour vous, parce que... Et il demandait pourquoi, il disait parce que la France, parce qu'on vous aime. Et il était tellement heureux parce qu'au Japon, les Japonais avaient une coutume de dénigrer ou de pinailler sur les succès de ses œuvres en disant toujours oui, après les 7 samouraïs, il n'a rien fait de bien. Et c'est faux, enfin c'est faux, il a continué à faire d'autres chefs-d'œuvre après les 7 samouraïs, il a fait des films magnifiques comme Barberousse, y compris Dodescaden qui a été un gros échec au Japon et qui a fait les honneurs de la première page du Monde en 1973 quand il est sorti en France, que les Français ont souvent adoré. Et il aimait beaucoup la France en particulier parce que la France l'aimait. Il se rendait compte que nous on pinaille pas, on l'aime. Un point c'est tout, est-ce qu'au Japon
comparait toujours par rapport aux autres. Ah, il est plus occidental que les autres, il fait des films occidentaux. Il ne comprenait pas pourquoi on disait qu'il faisait des films occidentaux. Il disait toujours je suis très japonais, je ne connais que le Japon. Et c'est vrai, il connaissait la littérature étrangère, il connaissait Dostoïevski, qu'il aimait beaucoup. Mais autrement, il était nourri, imbibé de culture japonaise et il n'y a que ça qu'il connaissait. La peinture, il avait vu beaucoup de peintres occidentaux, mais ça, c'est le patrimoine de l'humanité. Et ce n'était pas par désir de s'occidentaliser, c'est parce que la peinture à l'huile, par définition, c'est occidental. Il connaissait bien la peinture japonaise, qui est la peinture sur la vie, mais il s'intéressait beaucoup à la peinture, il connaissait toute la peinture. Les Japonais étaient jaloux de son succès à l'étranger, parce que les Japonais sont fondamentalement des insulaires. Et Kurosawa, sans avoir fait d'efforts, a fait un cinéma qui était humaniste, donc pas universaliste, humaniste. Et l'humanisme est une culture partagée par toute l'humanité. Donc il n'a pas fait un cinéma universaliste, il a fait un cinéma humaniste. Mais très très japonais, il s'est toujours intéressé qu'à la culture japonaise et il la connaissait très très bien et il était très très respectueux. Il faisait des recherches très approfondies pour tous les sujets qu'il traitait, ce qui lui permettait de dépasser l'époque en général. Non, c'est un homme très réservé, qui ne parle pas beaucoup, qui a beaucoup de problèmes à s'exprimer. Il faut prendre les mots et les multiplier. Il aimait beaucoup quand j'étais interprète parce qu'en général, il répondait de façon très concise et puis moi, je rajoutais un petit peu, enfin je rajoutais dans son esprit. Mais c'est vrai qu'il s'exprime de façon très très concise. Il déteste commenter sur ses films et il déteste expliquer ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle, à partir surtout de Kagemusha justement, il a eu recours au storyboard, enfin à ces fameux dessins. Donc il a, en particulier pour Kagemusha, parce qu'il a pensé que Kagemusha, il n'arriverait pas à faire le montage financier de ce film. Il était un peu découragé. Donc pour pas que toutes les images qu'il avait en tête disparaissent, il a commencé à les dessiner. Et après, il s'est aperçu que c'était un formidable moyen d'explication pour son équipe. Il n'avait plus besoin d'utiliser les mots, il leur disait « bon, voilà ce que je veux » et ça simplifie tout. Donc après, il l'a systématiquement fait pour tous les autres films, pour Ran en particulier, ou même pendant le tournage, et dans le film de Chris Marker, Aka, qui est un documentaire sur le tournage de Ran, on le voit quand il attendait le temps. Il attendait qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, enfin bon, selon le temps qu'il voulait. Il était en train de peindre les scènes suivantes. Et c'était une scène qui a été filmée par Chris, mais qui n'est pas restée au montage. Mais, donc il n'aime pas parler, il n'aime pas commenter, il aime bien qu'on lui fasse des commentaires sur son œuvre, il est toujours prêt à apprendre. Mais autrement, il ne pique pas de colère, mais il est très très exigeant. Il y a une très forte tension sur les tournages. Sur les scènes de théâtre pur, où il veut absolument obtenir quelque chose de l'acteur et personne n'a le droit d'être là. Et il y a vraiment que l'acteur, lui, et dans Nakada, il a beaucoup beaucoup souffert pour ce tournage de Ran en particulier. Il a une très forte concentration, je pense, comme tous les cinéastes, et en général, il ne fait qu'une seule prise, deux prises. D'ailleurs, il y a beaucoup de scènes, toutes les scènes de mouvement, il ne peut pas faire deux prises. Donc, il a l'air sévère, mais c'est simplement une énorme concentration. Il a un œil qui couvre tout. C'est fascinant de le voir tourner des scènes avec 2000 figurants, par exemple. Le personnage dans Kagemusha, le personnage de Takeda Shingen qui dit il ne faut pas bouger, c'est vraiment Kurosawa, quoi. Ne pas bouger, sa présence organise l'ordre autour de lui. Enfin, j'ai été sur énormément de tournages, je ne l'ai jamais vu piquer des colères. Je sais qu'il peut en piquer. C'était un orage très très contrôlé. Bon, à ce moment-là, on savait qu'il fallait... Tout le monde à ce moment-là, le premier assistant, Nogami, essayait de faire en sorte pour que cette colère s'apaise. C'est quand il n'arrivait pas à obtenir d'un acteur quelque chose qu'il voulait absolument. Il disait que le métier de cinéaste, c'est d'attendre le temps. Enfin, c'est attendre la météo. Et oui, il aurait attendu, il a pu attendre, je pense, des typhons, il les attendra, il peut les attendre un mois s'il le faut.
C'était un projet lourd et donc ça a été difficile, mais à partir du moment où on a trouvé Serge Gilmurban, avant lui, il y avait eu plusieurs possibilités, on a rencontré quelques personnes, mais c'est Serge Gilmurban qui effectivement a tout fait pour que le projet aboutisse. Il s'est démené, c'est la première et la seule coproduction franco-japonaise, je crois, à ce jour. Parce qu'au point de vue juridique, avec le CNC, c'était assez compliqué. Et il a fallu le punch et la ténacité de Serge pour mener à bien ce projet. Bon, et puis en face de lui, il y avait un producteur japonais qui était suffisamment souple aussi pour pouvoir... C'était pas toujours facile de travailler avec Serge Kurosawa. Alors M. Hara, qui était le producteur japonais, devait avoir les chines assez souples pour que tout se passe bien. Mais je crois que la combinaison des trois était super efficace. Quand il y avait des problèmes, M. Hara téléphonait en disant « Catherine, il faut se dépêcher, venez, parce que là, il va y avoir des problèmes. » Et j'arrivais pour faire rire, pour faire sourire le maître, le faire rire et puis détendre un petit peu. Parce que bon, c'est vrai que je suis occidentale et que... alors je mets sa pensée dans les rails du cartésianisme. Alors quelquefois il disait mais c'est beaucoup trop rationnel tout ce que tu dis. Je dis, oui mais pour se faire comprendre en France il faut que ce soit rationnel et puis ça se passait bien, Les Japonais sont toujours très très flous. Bon ben il va falloir tant de temps, à peu près, on va aller un peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin et puis on tournera à droite et je lui disais c'est combien, c'est des kilomètres quoi. Quelle importance, on se comprend entre japonais. Je dis oui mais moi je ne suis pas japonaise, je voudrais savoir c'est à quelle distance l'endroit. Je ne sais pas, c'est pas possible. Et on avance, on fait ça et puis on fait comme ça. Et moi je demandais des trucs un peu précis, des distances, des dates ou des heures. Ah ben non, on continue et puis on verra. Et je pense que c'est très dur, par exemple, l'idée des contrats pour des Japonais, c'est difficile. Ce qui est important avec les Japonais, c'est la confiance. Et quand on a la confiance, on peut aller jusqu'au bout du monde. Et donc, quelquefois, ça posait des problèmes quand il fallait qu'on lui lise tous les contrats. Enfin, il y avait des trucs où il fallait lui demander son avis, et c'était quelquefois un petit peu délicat. Alors, non, je disais, bon, je crois que j'ai lu, je crois qu'on peut faire confiance, puis ça suffisait, quoi. Les fonds étaient français, mais tout le reste était... toute l'équipe était une équipe japonaise et je crois que Serge Gilmurban était complètement respectueux il savait très bien ce que c'était que de tourner avec Kurosawa. Donc ça a duré quand même... Le tournage de Ran a dû durer 9 mois, je crois. Et Serge était tout à fait au courant. Il y avait son directeur de production, Uli Picard, qui était prêt à cela. Enfin, on le savait depuis le début. Kurosawa ne fait pas des caprices. On sait que c'est un homme exigeant et c'était ça le problème. Il y avait vraiment un malentendu. C'est pas un homme qui va embêter le monde pour embêter le monde. Il voulait obtenir quelque chose et il le disait lui-même. Il disait je fais ça pour que tout ce que j'attends on le voit à l'écran et puis finalement il n'a jamais fait de film qui ait fait perdre de l'argent à quiconque. Donc son raisonnement était logique et son exigence était raisonnable. Et donc, je ne sais pas, je sais que c'est long de tourner 9 mois, mais on était prêts, on le savait.